Merci à vous, merci Madame Adlani. Et on va enchaîner tout de suite, donc à la suite de ce premier temps d'introduction, avec la première de nos tables rondes. Quelques mots pour vous remercier tous d'être là, bien évidemment, pour ces premières rencontres. Premières rencontres qui vont essayer d'aider à mieux comprendre un peu les contours de ce campus qui est vraiment d'un genre à part, inédit, et voir comment il sera, il va devenir à la fois un lieu carrefour et un lieu ressource pour ceux qui, apprenantes, professionnels, de ces métiers du soin, de ces métiers du lien, vont être et sont déjà et seront demain en première ligne face à ce grand défi qui est celui de la transition démographique et du bien vieillir. On va voir ensemble justement comment, dans un lieu comme ce campus, on peut porter des dynamiques de filière, on peut porter de l'innovation dans ces filières et dans ces métiers-là. On va le voir en deux temps. Un premier temps, on va plutôt parler formation, innovation pédagogique, et puis un deuxième temps, après la pause, où on verra justement comment un campus comme celui-là peut incarner aussi une démarche partenariale avec ceux qui sont les acteurs de ce secteur. C'est des acteurs publics et ce sont aussi des entreprises, ce sont aussi des acteurs de ce campus. On va voir ça ensemble, on va le voir avec vos questions, on aura des temps d'échange avec vous bien évidemment, et puis on le verra avec le regard et la plume acérée de Guillaume Monin, qui est notre facilitateur graphique, qui est avec nous au premier rang, avec sa palette magique, et qui nous brossera des dessins un peu à partir de ce qu'on dit et ce qu'on se dit, donc vous verrez ça tout à l'heure. On va enchaîner tout de suite avec la première table ronde. Table ronde, je vous le disais, on va parler de formation. Formation à ces métiers du soin et du lien. Formation dont vous savez ça a été dit, il y a une crise de vocation qui se joue. On a un enjeu d'attractivité, aussi un enjeu de renforcement de l'innovation pédagogique pour répondre à des métiers dont les missions sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses. Comment faire cela? Comment le campus peut aider à cela, comme lieu carrefour et comme lieu ressources? On va en parler avec nos invités que j'accueille tout de suite sous vos applaudissements nourris et chaleureux. Alix Delacoste, Caroline Barraud et Marie-Laure Genovesi. On n'a pas la musique comme au Festival de Cannes, mais c'est un peu ça. Alors, je vous présente rapidement, pendant que vous êtes installés, Julie Benetti, que l'on a entendu, rectrice de l'Académie de Créteil, Alix Delacoste, directrice générale adjointe pôle transfert, recherche, enseignement supérieur, sanitaire et social à la région d'Île-de-France, Marie-Laurent, professeure des universités en santé à la faculté de santé de l'UPEC, chef de service en gériatrie à l'hôpital Mont-d'Or, et c'est tout nouveau, tout frais. Également responsable pédagogique et scientifique du campus des métiers du Grand Âge, et Caroline Barraud, assesseure à l'universitarisation des professions de santé à l'UPEC, responsable universitaire de la formation en soins infirmiers, et très portée sur, on va le voir, tous les enjeux d'innovation pédagogique notamment. Je le disais, l'enjeu c'est aussi de comprendre ce qu'est ce campus, parce que c'est pas un lieu où les gens vont se rencontrer, c'est à la fois un lieu carrefour et un lieu ressource. Lieu carrefour où les différents acteurs vont pouvoir se rencontrer. M. Dubois-Randé disait à quel point il y a des problématiques d'approche cloisonnée entre filières qui se jouent, notamment en termes de formation, et lieu ressources pour trouver des ressources nouvelles, notamment en termes d'innovation pédagogique. On va parler de ces innovations pédagogiques, mais avant je voudrais voir comment ce campus incarne et va incarner un vrai lieu carrefour en termes de formation pour aider justement au décloisonnement entre ces formations et les différents acteurs qui les composent. Je voudrais revenir d'un mot avec vous, Alix Delacoste, peut-être là-dessus, sur le constat que Mme Adlani vient de poser, qui est celui que tout le monde connaît, de la crise de vocation, d'une certaine manière, de ces filières, de leur perte d'attractivité, tout du moins. Le schéma régional auquel elle faisait référence, qui est sorti en 23, que vous avez produit sur ces filières sanitaires et médico-sociales, montre justement les difficultés d'image et difficultés d'attractivité qu'il y a dans ce secteur, particulièrement sur les postes d'infirmières et d'aides-soignantes, pour lesquels vous pilotez justement ces 179 établissements. Il n'y a pas que les infirmières et les aides-soignantes dedans, mais notamment, bien évidemment. Comment est-ce que vous caractériseriez aujourd'hui ce manque d'attractivité et comment est-ce que vous l'expliquez autour de ces deux métiers déjà, spécifiquement? Alors, merci beaucoup. Je suis surprise que vous me laissiez encore la parole après l'intervention assez longue de la vice-présidente. Donc, merci.
Alors peut-être pour dire, c'est un constat qui a été très largement partagé, analysé entre tous les acteurs de la formation concernés. Alors on a deux types de difficultés d'attractivité. On a, si je prends pour reprendre les deux métiers que vous présentiez, les infirmiers, où on voit qu'en termes d'attractivité au sens premier et de demande sur Parcoursup, ça explose. On a 10 fois plus de demandes que de places en institut de formation. Les instituts et les universités essayent de sélectionner au mieux ces jeunes, parce qu'infirmier, c'est souvent de la formation initiale. On remplit les places et en fait, il y a un taux d'abandon absolument énorme, très rapide après l'étude. Donc là, généralement, c'est après le premier stage que voilà, ça a été dit, donc on ne va pas appuyer trop là-dessus, parce que je pense qu'aussi, ils font un peu ce qu'ils peuvent pendant les stages, mais c'est vrai qu'il y a un sujet d'accueil par l'hôpital, par les structures, et je pense qu'on en reparlera, mais le campus ne pourra qu'améliorer ces conditions d'accueil des jeunes qui veulent se former dans ces métiers. Et donc là, on a un vrai sujet de bien orienter. Finalement, est-ce que parfois c'est par défaut ou parfois c'était une coche, c'était le secteur m'intéresse en gros, mais ils n'ont pas une bonne réalité de ce que ça peut représenter, et notamment se retrouver en face d'un patient, c'est pas n'importe quoi. Et quand on est jeune, quand on a 18 ans, on n'a pas été forcément préparé à ça. Donc soit ils ont vu des séries sur Netflix, et ils ont une image un petit peu décalée de la réalité. Soit ils ont un peu coché ça parmi, parce qu'il faut cocher ses 20 vœux pour être sûr. C'est qu'il y a quand même une grosse anxiété maintenant. On a un peu l'impression que plus personne ne comprend exactement comment ça fonctionne. Je sais pas une attaque vis-à-vis de la rectrice, mais il y a une grosse anxiété. Moi, mes enfants viennent d'y passer aussi. Les proviseurs, les profs ne savent pas exactement non plus quoi dire aux jeunes, et donc ils cochent, et donc voilà, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est pas une attractivité au sens le métier d'infirmier séduit encore comme ça, mais probablement une mauvaise image entre la réalité du métier et enfin de la formation et du métier après, comme il y a beaucoup de stages. Voilà, tout de suite ils sont confrontés à la réalité, et donc un défaut d'orientation aussi de ces jeunes, et ça c'est quelque chose sur lequel alors nous on vient de lancer une campagne de communication, on va faire les portes ouvertes, et il va falloir qu'on le renouvelle tous les ans. Je préviens déjà tout de suite tous les instituts de formation, il faut qu'on travaille mieux avec les lycées, enfin plus, donc on prépare tout un kit de communication pour les gens qui s'occupent de l'orientation dans les lycées, etc. Et puis après, il y a des formations qui ont été citées aussi, comme celle d'aide-soignant. On est souvent sur du public un peu plus âgé, on est souvent sur du public en reconversion, et là, on a une mauvaise image, on ne remplit pas les places qui sont ouvertes, même si on continue d'en ouvrir des nouvelles, parce qu'il y a des endroits où ça marche mieux, il y a des initiatives locales qui font qu'on arrive à remplir, puis il faut mener les deux conjointement. Et là, c'est assez clairement probablement une image un peu dégradée du métier, des métiers qui sont durs, des métiers, ça se sait, qui sont difficiles. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, et le président l'a évoqué aussi. On a souvent les gens qui font ces métiers ou qui sont formés à faire ces métiers, qui ont une forme de précarité, et qui ont en face d'eux aussi beaucoup de précarité. C'est des métiers qui sont pénibles à la fois physiquement et psychiquement, et donc sur lequel on a besoin de rehausser l'image de ces métiers, le sens, reparler du sens, de l'engagement, qui sont des sujets sur lesquels je pense on travaille un peu tous, et on attend que le campus nous accompagne également pour cela. Alors, on parle beaucoup de Parcoursup comme une sorte de lieu SAS, un peu de point d'entrée, mais ces filières, elles ne commencent pas à Parcoursup. Elles commencent avant, dans l'infrabac, sur le général, sur le professionnel, sur le technologique. Et si vous êtes là, Madame la rectrice, c'est aussi pour cela. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement quels sont les établissements qui sont concernés et que vous représentez ici, et qui sont souvent moins connus en termes de filières que, évidemment, les IFSI ou les écoles d'aide-soignantes? Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler d'abord que... Vous pouvez prendre le micro, ça sera plus simple que vous passiez le micro, je pense. Vous avez tout à fait raison de rappeler que, en réalité, le premier enjeu du campus, il réside dans cette offre de formation dans le domaine du sanitaire et social, qui va du CAP
jusqu'au doctorat, en passant évidemment par les diplômes d'État que nous évoquions tout à l'heure. Autant de formations donc qui répondent aux besoins sociaux, économiques du secteur et qui sont proposées à la fois sous statut scolaire, par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, avec finalement le double objectif à la fois de sécuriser le parcours des apprenants, mais aussi d'anticiper et de répondre aux besoins en compétences et en formation dans un contexte à la fois de fort recrutement, de mutation profonde du marché du travail et, vous l'avez dit également, d'évolution même, je dirais, des modèles de travail dans lesquels nos jeunes se projettent aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi que nous puissions en tenir compte. Pour répondre très précisément à votre question, nous avons aujourd'hui 9 lycées de l'Académie de Créteil qui participent pleinement au campus et sont donc membres du consortium. Mais à ces 9 lycées, il faut ajouter 48 autres établissements de notre académie qui proposent eux aussi des formations dans le domaine du sanitaire et du social. Et bien évidemment, tout l'enjeu de ce campus des métiers et des qualifications, c'est de pouvoir servir de guichet unique finalement de formation et de qualification dans ces métiers pour l'ensemble du territoire régional, je l'indiquais tout à l'heure, avec, vous l'avez dit, et si peut-être je peux dire un mot de ce qui me semble très important, c'est que avant même de considérer la formation, il y a la question de l'orientation. Et vous y êtes revenu à plusieurs reprises, l'orientation ne peut pas se réduire à Parcoursup. Parcoursup est une plateforme, donc je crois qu'il ne faut pas lui donner un autre rôle que celui qu'elle a. C'est une plateforme qui met à la disposition de l'ensemble de nos élèves de terminale ou de nos étudiants réorientés l'ensemble des formations qui sont proposées à l'échelle du pays, avec les attendus, les exigences de ces formations, mais également les métiers et secteurs auxquels elles conduisent. Mais en réalité, l'orientation, elle doit commencer beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, c'est une compétence qui est aussi celle de la région, et nous travaillons dans un partenariat très étroit, de manière à ce que cette information à l'orientation puisse commencer finalement au collège, dès la 5e, parce que nous avons aujourd'hui des élèves qui ont une connaissance d'une toute petite palette de métiers, une dizaine de métiers tout au plus, le plus souvent, qui sont les métiers de leur environnement familial ou les métiers que chacun connaît ou croit connaître d'ailleurs, parce que ne serait-ce que le métier d'infirmier, on sait très bien que la représentation que nos jeunes en font est très éloignée de la réalité. La télé l'apporte beaucoup. Absolument, et vous avez raison, les séries télé de toutes sortes déforment les métiers. Je le sais, pour venir du monde du droit, on est très loin de la représentation du métier d'avocat que peuvent véhiculer certaines séries télévisées. Mais quoi qu'il en soit, on a un véritable enjeu de faire connaître la diversité des métiers. De faire connaître la diversité des métiers et de faire connaître la diversité de l'offre de formation post-3e qui conduit justement à autant de formations et autant de secteurs d'activité. Et c'est tout l'enjeu, Madame la vice-présidente le rappelait tout à l'heure, d'un certain nombre d'expériences d'immersion professionnelle, le stage de 3e, à la fin de cette année également le stage de seconde, mais c'est également tout l'enjeu de la découverte des métiers que nous mettons en place dans tous les collèges de l'Académie à compter de cette rentrée, de manière à ce que progressivement, depuis la 5e jusqu'à la 3e, eh bien, nos élèves découvrent un plus grand nombre de secteurs, de domaines d'activité, de métiers, de formations qui y conduisent. Et je crois que c'est un enjeu fondamental, et bien évidemment d'autant plus fondamental lorsqu'on évoque le domaine sanitaire et social, lorsque l'on évoque tous les métiers en prise justement avec l'autonomie et le bien vieillir, pour qu'on puisse vraiment tordre le cou aux représentations que nos jeunes s'en font. Ce sont tous sauf des métiers, je dirais... Comment les voient-ils d'ailleurs ? Ils voient souvent ces métiers comme des métiers... statiques, sans perspective. Et je crois au contraire qu'il faut leur montrer que ce sont des métiers d'avenir, que ce sont des métiers qui mobilisent l'innovation, qui mobilisent l'intelligence artificielle, que ce sont en réalité des métiers extrêmement divers, avec de véritables trajectoires professionnelles à construire, et que ce sont des métiers qui font sens.
Et je crois que c'est très important pour nos jeunes, cette quête du sens. Ils ont sans doute d'autres attentes de leur activité professionnelle que les attentes que ma propre génération pouvait avoir. Mais je crois que cette quête du sens est toujours aussi essentielle à nos jeunes. Et il y a un très grand nombre d'actions en matière d'orientation et de découverte de ces métiers qui ont été conduites dans le cadre du campus. Je voudrais en citer, si vous le voulez bien, alors elles sont nombreuses et je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais au moins en citer une que je trouvais très intéressante. C'est qu'on a notamment dans le cadre d'une cordée de la réussite qui a été conçue sur mesure dans le cadre du campus des métiers. Il faut expliquer un peu ce qu'est la cordée de la réussite, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Bien, si je puis me permettre d'utiliser une métaphore alpine, c'est l'idée que finalement, ceux qui réussissent s'encordent avec ceux qui doutent encore. Et donc, c'est l'idée. Je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que ce sont ceux de nos lycéens ou de nos étudiants qui sont inscrits dans des parcours, qui vont se tourner, soutenir, aider de plus jeunes élèves qui s'interrogent encore sur ce qu'ils veulent faire pour tout simplement cultiver, je dirais, ce tutorat entre pairs. Mais également pour susciter l'ambition scolaire, pour pouvoir les accompagner dans leur cursus. Et cela mobilise à la fois des établissements du second degré, mais également des établissements de l'enseignement supérieur. Et nous avons de très belles cordées de la réussite en partenariat avec l'UPEC. Et donc, dans le cadre d'une de ces cordées de la réussite, et qu'une fois encore a été conçue sur mesure pour ce campus des métiers et des qualifications, on a fait venir des élèves et on leur a demandé de se projeter dans les métiers du soin et de l'accompagnement à la personne à l'horizon 2070. Mais le fait est qu'ils sont... Sacré cordée. Et oui, mais enfin, ils ont 15 ans. Et ces collégiens qui donc ont été conviés ont découvert ce que recouvraient ces métiers et on a recueilli leurs témoignages. Et il est très intéressant de voir combien leurs témoignages, justement, après avoir découvert ces métiers, montraient qu'ils avaient déconstruit les représentations initiales qu'ils avaient de l'ensemble de l'univers médical, de l'univers de l'accompagnement à la personne. Donc ce sont vraiment des opérations comme celle-là qui permettent justement d'accompagner nos élèves dans l'orientation. Une toute petite dernière illustration. On a organisé un hackathon, c'était en novembre 2023, toujours dans le cadre de la Cordée, sur le thème « Un voyage à travers l'histoire et l'avenir des métiers de la santé, de l'autonomie et du bien vieillir ». Une centaine de jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants, qui ont découvert finalement l'histoire des métiers du soin, de recueillir des témoignages de professionnels et justement de pouvoir se projeter dans des métiers qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Un mot encore, parce que le campus, qui est ce lieu un peu atypique, qui est ce lieu carrefour, il va réunir, et ça se fait pas tous les jours, les établissements infra-bac, les établissements post-bac et les employeurs. Donc on a toute la chaîne de valeur de ces métiers-là qui est là. Ces initiatives existent, la Cordée de la réussite existait avant le campus, les hackathons existaient avant le campus. Qu'est-ce que finalement ça va apporter de plus, vu que les initiatives, elles sont déjà là en fait. Ce lieu ressource où on aura l'infra-bac, le post-bac et les employeurs derrière, qu'est-ce que vous en attendez justement pour à la fois mieux faire connaître ces métiers en termes d'orientation et puis sécuriser les filières aussi? Parce qu'on sait qu'après un ASSP, bac, il y en a un certain nombre qui s'orientent vers des choses qui n'ont rien à voir avec les métiers du soin. Parce qu'ils n'ont pas bien compris ou parce qu'ils ne savent plus ou parce que, etc. Il y a une fidélisation des apprenants à faire. Vous avez parfaitement raison et je crois que cela a été évoqué tout à l'heure par le président de l'université, le biais lié au cloisonnement. Et tout l'intérêt d'un campus comme le nôtre, il repose sur un triptyque, 3 fondations. L'orientation, la formation, l'insertion. Et tout l'intérêt de notre campus, c'est précisément de fédérer des acteurs qui chacun peuvent contribuer à créer finalement ce cercle vertueux à destination de nos apprenants, puisque une fois encore, il s'agit de garantir que nos apprenants fassent des choix de formation en phase avec leurs aspirations, que leur parcours soit sécurisé,
qu'ils reçoivent une formation d'excellence, une formation qui mobilise l'innovation pédagogique et qu'ils puissent s'insérer professionnellement, réussir dans la voie qu'ils ont choisie. Moi, je ne perçois absolument pas le campus comme un prestataire qui devrait finalement proposer un éventail. Une sorte de catalogue un peu d'action. Ce n'est pas un prestataire, un campus des métiers et des qualifications. C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Vous l'avez évoqué, c'est un carrefour finalement, où nous pouvons nous rencontrer entre acteurs pour créer des projets, penser, créer, conduire des projets au service de la réussite de nos élèves. Et une fois encore, je le disais, pour sécuriser le parcours, améliorer leurs compétences et garantir in fine leur insertion pour répondre finalement aux enjeux socio-économiques, tout particulièrement dans ce secteur. Je l'indiquais, je pense qu'on a là un secteur, s'agissant de l'autonomie et du bien vieillir, où vraiment on croise à la fois les enjeux sociétaux et les enjeux économiques. Et je crois qu'il est absolument fondamental qu'on ne loupe pas ce rendez-vous. Et c'est bien pour ça que le campus des métiers et des qualifications est ce levier indispensable dont nous avions tous besoin collectivement pour pouvoir travailler en synergie, non pas en silo chacun dans son couloir, mais tous ensemble au service de la réussite de nos apprenants. Même enjeu peut-être vers vous, Alix, parce que voir aussi un peu, je sais que le schéma régional que vous avez mis en place travaille beaucoup à développer des passerelles. Ça a été aidé tout à l'heure par Mme Madlani entre les différentes formations décloisonnées. Dans quelle mesure ce campus peut aider aussi à mieux faire connaître les métiers, parce que l'orientation doit se faire en amont de Parcoursup, et à mieux sécuriser les filières? Alors, nous aussi, on attend beaucoup du campus, parce qu'on l'a dit, c'est un lieu de rencontre et d'échange, et je pense que même si tous les acteurs des institutions, on a chacun notre rôle à des étapes précises du chemin, mais le sujet, c'est de le prendre dans sa globalité autour de la personne qu'il faut accompagner ou soigner ou maintenir autonome. Et donc, c'est des moments d'échange qui vont permettre, je pense, en fait, à l'ensemble des acteurs de se rendre compte aussi de ce qui existe par ailleurs, de ce qui est juste à côté qu'ils ne connaissaient pas. Ça va permettre à des employeurs de connaître peut-être des formations qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Ça va permettre à des formateurs de se dire, bah, tiens, tel métier où il y a besoin de telle chose, ça, je pense que ça sera aussi un rôle, enfin, une possibilité qui sera offerte par le campus, finalement, en mélangeant les professions et en s'interrogeant autour de la personne qu'il faut accompagner aux nouveaux métiers, à des nouvelles formations pour des aidants qui font beaucoup, qui n'ont pas forcément un diplôme en tant que tel, mais qui pourraient être accompagnés par des morceaux de diplôme, enfin des morceaux de formation, des modules de formation, sans forcément parler d'un diplôme à proprement parler. Et finalement, le campus permet de mettre en lumière tous les métiers ou tout ce qui est nécessaire autour de la thématique du bien vieillir. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui. On est un peu chacun dans notre... Même si on travaille beaucoup ensemble, ça a été dit par la rectrice, et je crois que c'est vrai, on est tous extrêmement mobilisés sur ces sujets et sur ces enjeux. Mais on a quand même chacun des prérogatives particulières, et c'est pas si évident que ça, même si on fait des efforts pour essayer en plus que tout le monde se rencontre. Oui, mais quel meilleur finalement ambassadeur pour parler d'un métier soignant que celui qui est en IFSI, ou celui ou celle qui est en IFSI, en école d'aide-soignante, qui est à 15 km du lycée, qui a lui-même une formation ASSP ou technologique associée. Mais donc ça, c'est exactement le genre d'action assez concrète que le campus permettra certainement. C'est que les gens se connaissent mieux, que les étudiants d'un institut de formation, en rencontrant les lycées, se disent tiens, on va aller parler ou témoigner en troisième ou en première terminale selon les formations. Que les employeurs se rendent compte aussi qu'il y a tel et tel institut de formation. Ah tiens, je ne connaissais pas ça. On a beaucoup évoqué les terrains de stage. Je sais que nous, nos instituts de formation, ils ont des réelles difficultés, notamment pour tout ce qui concerne le vieillage, les EHPAD, etc. C'est extrêmement compliqué. Ils ont un lien assez naturel avec l'hôpital, et donc en général, les terrains classiques de l'hôpital public sont relativement bien connus et répertoriés. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Or là, on parle de l'accompagnement aussi des personnes âgées, des gens qu'il va falloir former pour
pour l'accompagnement à domicile, pour l'accompagnement dans des structures dédiées. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué pour des instituts qui sont petits. L'ARS qui a toute l'Île-de-France, donc il ne peut pas non plus tout faire. Et donc, si chacun apporte un morceau, je pense que ça devrait favoriser tout bêtement des terrains de stage nouveaux que certains acteurs pourront mettre à la disposition des jeunes qui seront formés, des jeunes qui iront parler dans les lycées pour faire connaître leur formation. Et voilà, et une fois que la mayonnaise commence à prendre, c'est bon, c'est parti et ça continue. Un dernier mot sur ce lieu rencontre, lieu carrefour avec vous, Madame Benetti, sur ce sujet très précis et très concret des terrains de stage. Parce que c'est une difficulté au niveau des IFSI, des écoles, des diplômes d'État, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours évidents et que le taux de chute, il se fait beaucoup après le premier stage. Parce que difficulté d'accompagnement, parce que pas prévu, etc. Tout ça. Mais il y a une problématique aussi de terrain de stage qui se fait dans l'infrabac, parce qu'il y a des apprenants mineurs, en fait, qui, du coup, dont un grand nombre d'établissements disent nous, trop compliqué, pas assez autonome, c'est difficile. En quoi est-ce qu'un campus des métiers peut aider finalement à trouver pour ces apprenants qui se retrouvent souvent en carence de stage, et c'est important, la SSS, il y a plusieurs stages à faire tout de même, les bons terrains de stage et la rencontre avec les établissements capables de les accueillir? Alors, vous avez raison de souligner que nos élèves peuvent rencontrer des difficultés justement à trouver des terrains de stage pour leur période dite de formation en milieu professionnel qui répondent pleinement aux attendus de la formation, parce que tout simplement les structures d'accueil les jugent souvent trop jeunes ou bien auraient tendance, je ne dis pas qu'il s'agit de toutes les structures d'accueil, mais pour quelques-unes d'entre elles, à leur confier en réalité des tâches qui ne permettent pas ce gain en compétences, alors que lorsqu'on parle de stage, ce sont bien des périodes de formation en milieu professionnel. Il ne s'agit pas simplement d'observer, il s'agit de gagner en compétences, parce que précisément la formation se fait à la fois dans le cadre des enseignements dispensés dans les établissements d'enseignement, et puis dans le cadre de ces périodes en milieu professionnel. Et donc, là aussi, c'est un rôle que le campus des métiers et des qualifications peut remplir de façon très utile. C'est d'accompagner ces structures, ces établissements de soins à proposer des lieux de stage, des terrains de stage, des périodes de formation en milieu professionnel de qualité, avec des professionnels qui soient formés au tutorat et à l'accueil de ces jeunes. Parce que ce dont on se rend compte aussi, c'est que quelquefois, on peut décourager des jeunes qui se sont projetés dans un métier et puis ils sont confrontés à l'occasion d'une première expérience, dans le cadre d'une première découverte de ce monde professionnel, à une réalité à laquelle ils n'avaient pas du tout été préparés et à une réalité qui peut leur sembler très éloignée de la formation qu'ils ont reçue, ou bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout accueillis. Mais on ne peut pas en tenir comptable les établissements de soins et les structures d'accueil si nous-mêmes, dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, on ne les accompagne pas pour finalement jouer ce rôle de tuteur pour accueillir le mieux possible ces jeunes, parce que cette première rencontre avec le monde professionnel est décisive. Et lorsqu'on parlait justement du fait de l'abandon d'un certain nombre de jeunes qui s'étaient engagés dans des formations, cela tient souvent à cette première rencontre qui est très décevante par rapport justement à la représentation qui s'en était faite. Donc c'est un enjeu fondamental et c'est aussi l'un des rôles du campus des métiers et des qualifications. Je suis désolée, je vais être obligée d'abandonner. En fait, pour tout vous dire, j'ai une visioconférence avec Madame la Ministre dans 11 minutes. Ben voilà, mais je pense que je vais me signaler par mon retard, ce qui sera une belle façon de commencer. On vous laisse nous quitter et on vous remercie très fort de votre conviction. C'est vraiment, je vous remercie infiniment. Je voudrais remercier bien évidemment le président de l'université d'accueillir ce très bel événement, remercier la directrice opérationnelle du campus, remercier la formidable équipe de la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue représentée par Monsieur Forestier et Madame Lamèche notamment aujourd'hui. Merci infiniment à eux deux. Et puis je voudrais simplement remercier pour terminer mes deux voisines, parce que j'ai eu la chance de visiter il y
y a quelques jours de cela, comment pourrais-je dire, un lieu de simulation en fait pour justement nos apprenants de ce que c'est que de travailler dans une structure de soins, d'accueil de personnes âgées. Et cela m'a absolument passionnée. Alors il fallait faire preuve d'un peu de projection, un peu d'imagination parce que tout n'était pas terminé. Mais très franchement, je vous assure que lorsque vous passez 2 heures avec chacune de mes 2 voisines, vous avez pleinement envie de vous engager dans ces métiers. Et merci infiniment à vous. Eh ben Merci beaucoup. Merci à vous et merci de me faire la transition toute trouvée, puisque je le disais, ce campus au contour un peu inédit, c'est, on le voit, un lieu de rencontre entre les différents acteurs pour sécuriser les filières, mieux faire connaître les métiers. Puis c'est un lieu aussi ressources. Ressources parce qu'on le sait, on est sur des métiers qui ont des missions de plus en plus nombreuses, plus en plus diverses, où les acteurs doivent travailler, agir de plus en plus entre eux. Et donc, il y a un enjeu d'innovation pédagogique très fort à importer autour de ces filières-là. Et en effet, les 2 voisines de Madame Benetti travaillent beaucoup sur les programmes d'innovation pédagogique que va porter ce campus comme lieu ressource pour l'ensemble des établissements et des structures de formation initiale et continue. On va se centrer sur, en effet, ce lieu de simulation, lieu atypique, parce que Madame Adladi disait tout à l'heure, des lieux de simulation, il y en a. Et les paramédicaux vont dans ces simulations. Mais c'est inédit sur 2 niveaux. D'abord parce que c'est un lieu de simulation. On ne va pas s'occuper de la haute technicité médicale, mais du lien, mais des métiers du soin aux personnes. Et ça, en simulation, c'est pas commun. Et puis parce qu'il se décompose en 2 temps. Il y a un lieu de simulation et puis il y a de la simulation numérique. C'est vraiment sur les 2 niveaux que ça va se jouer. Je voudrais en parler avec vous, commencer avec vous, Marie-Laurent, parce que vous portez en effet véritablement ce projet de lieu de simulation. Alors, premier cadre, le lieu physique dont parlait Madame Benetti. Ça va être 3 lieux d'ailleurs. Il va y avoir la reconstitution d'une chambre d'hôpital, d'un box de consultation et puis d'un studio, comme peut être le studio d'une personne âgée en ville. Et dedans, il va y avoir des scénarios qui vont être montés avec des mannequins robotisés qui vont permettre aux apprenants d'interagir avec ces mannequins et de débriefer derrière. D'abord, où ça se situe et où ça va se situer, comment ça va fonctionner et à qui ça va s'adresser? Alors, tout d'abord, donc ça se situe en fait sur l'hôpital Albert Chenevier, dans le bâtiment Chevrier, donc à Créteil. Et en effet, donc pour l'instant, les travaux sont terminés, donc on est en attente de l'équipement, mais on peut tout à fait vous faire imaginer sans aucune difficulté exactement ce qu'il y aura, et c'est ce que disait Madame Benetti. Donc clairement, l'enjeu, c'est qu'on associe souvent la simulation à la réanimation, aux urgences, au massage cardiaque. Alors, ça ne remet pas du tout en question, clairement, moi qui suis gériatre, toute la technicité nécessaire, et je pense que c'est important quand même de l'afficher, que notamment en termes de soins, le vieillissement, et on l'a vu pendant le Covid, notamment avec les EHPAD, c'est pas uniquement, j'allais dire, du nursing, et que ça va bien au-delà. Donc, ça remet absolument pas en question la technicité et les enjeux nécessaires dans le soin en termes de vieillissement. Mais donc là, l'enjeu, c'est vraiment, on s'en rend compte, on en parlait tout à l'heure, justement, pourquoi il y a des personnes qui finalement rentrent dans la formation et n'y restent pas. Moi, je comprends tout à fait cette problématique, puisque même moi, je voulais absolument pas faire de gériatrie initialement. Clairement, je voulais faire de la pédiatrie. Je suis allée en stage en gériatrie, mais complètement à reculons, avec tous les a priori qu'on peut avoir, d'accord ? Je vais pas les dire, parce que sinon, je vais me... Voilà. Et en fait, je suis passée en stage à Mondor, donc c'est une histoire ancienne. J'étais, voilà, il y a quelques années. Et en fait, j'ai aimé ça. Et j'ai aimé ça alors que pourtant, j'avais aucune envie d'y aller. Ce qui veut dire qu'en fait, si j'y avais pas été, si on m'avait pas montré vraiment ce que c'était, probablement pour le coup que je serais pas du tout là aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé dans cette thématique. Donc, je pense que l'enjeu, c'est vraiment déjà de montrer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire dans la thématique du vieillissement. Et donc ça, il y a un vrai enjeu dans le cadre de la simulation, puisque le principe de la simulation, c'est de se mettre en situation réelle. Et quand on parle des étudiants qui justement vont en stage et sont entre guillemets complètement déboussolés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils vont entre guillemets voir, et c'est tout l'enjeu. On le dit pour les actes techniques, mais il faut le dire aussi dans tout ce qui est communication, c'est-à-dire que communiquer avec quelqu'un qui par exemple a des troubles de mémoire, c'est une technicité aussi, et que si on ne vous explique pas
comment on fait. Comment on fait pour, par exemple, communiquer à une infirmière quand on est étudiant en médecine, communiquer avec un aide-soignant. Si on ne vous explique pas avant comment on fait, ça, c'est pas forcément inné. Et donc, tout l'enjeu vraiment de cette simulation, c'est de finalement essayer de reproduire en situation de simulation, donc entre guillemets sans risque, tout ce qui va exister dans la vie réelle. Et donc, en pratique, comment ça se passe ? Il y a, en effet, si on prend par exemple l'exemple, on va dire, du studio, pour changer du milieu hospitalier, vous créez tout simplement un scénario qui dure généralement, on dit 7-8 minutes. Les formateurs le créent. Hein. Alors voilà, donc les formateurs, alors surtout que c'est pour le coup la simulation, que ce soit de la simulation en réanimation extrêmement technique, par exemple sur la réanimation sur un arrêt cardiaque, ou de la simulation, j'allais dire, si je prends un exemple, on va dire, beaucoup plus simple, qui pourtant est extrêmement prégnant, comme le fait de savoir s'il faut mettre des contentions chez une personne âgée, qui est un vrai sujet. La réalisation du scénario, c'est entre guillemets aussi difficile que ce soit pour un arrêt cardiaque ou pour un sujet qui sont entre guillemets plus faciles. Donc il y a bien sûr tout un travail en amont au niveau pédagogique de réalisation du scénario. Et après, ce qui est intéressant dans ce campus et dans cet espace de simulation, c'est que vous pouvez faire... Entre guillemets, tout est possible. Vous pouvez mettre uniquement des étudiants, j'allais dire infirmiers, sur un scénario propre aux études infirmières. Mais vous pouvez tout à fait faire un scénario avec un étudiant en médecine, un étudiant infirmier, un professionnel kinésithérapeute en exercice, et on les rapproche autour d'une situation en fait, qu'ils vont vivre en situation réelle. Et donc, ils ont ce scénario, ils ont 7-8 minutes. Généralement, c'est source de stress, où ils passent filmer. Ils rentrent dans le studio. Ils rentrent dans le studio, et là, vraiment, l'idée, il y a des règles en simulation. On dit notamment que tout ce qui se passe dans le studio reste dans le studio, ou pour les étudiants qui voient du coup en direct ce qui se passe et ce qui est filmé. L'enjeu, c'est vraiment de garder finalement ce côté confidentialité. On parlait tout à l'heure de la bienveillance, et c'est indispensable. C'est-à-dire que ce n'est pas de juger un étudiant ou quelqu'un en formation continue sur une situation en disant c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler en collaboration, de progresser pour que s'il y a eu une situation, j'allais dire, qui s'est mal passée, quand la personne se trouve en situation réelle, finalement les choses se passent bien. Donc le scénario se passe, 7-8 minutes, vous visualisez, les autres voient en direct sur l'écran. Les personnes qui ont fait le scénario retournent dans la salle où étaient les autres personnes qui les ont regardées passer. Et après, il y a vraiment, et ça c'est extrêmement important, quel que soit le niveau de simulation et quelle que soit la technicité, il y a vraiment un enjeu de débriefing après. Et c'est même certains grands formateurs en simulation, et la littérature scientifique le montre, c'est même aussi important ce temps de débriefing qui parfois peut durer presque 1 heure pour un scénario de 7 minutes, mais tout ce temps d'échange, de compréhension, de ressenti, d'essayer de comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, c'est fondamental pour qu'après les gens en situation finalement se sentent bien, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la pénibilité des métiers, etc. En effet, travailler avec des personnes âgées, c'est parfois plus complexe que travailler avec des gens qui n'ont, entre guillemets, qu'une maladie et qu'un problème, mais c'est ce qui fait toute la richesse de notre métier. C'est très clair, mais je n'ai pas tout compris. Alors, dites-moi. C'est parce que vous n'avez pas visité. Ça, c'est sûr, mais voilà, il faut que j'y aille. Il y a 2 choses que je n'ai pas compris. On rentre dans la pièce, on est dans un studio. On a un scénario. Alors, je reviendrai sur le scénario après, je n'ai pas tout compris sur le scénario. Mais je rentre dans la pièce. La personne dont je vais m'occuper, elle n'est pas là, puisque c'est un mannequin. Alors, ouais. Mais c'est quoi ce mannequin ? Alors, il y a parce qu'il est robotisé. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, en fait, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité que la personne qui représente le patient soit jouée en fait par un comédien ou voilà. Et la possibilité, et en effet, on va avoir des super mannequins sur cette... voilà. Il y a en effet la possibilité que ce patient soit en fait joué par un mannequin. Donc, le mannequin, il y aura en pratique 2 sortes de mannequins. Un mannequin qui sera clairement un mannequin de haute fidélité, comme les mannequins en réanimation, avec un réalisme franchement impressionnant, parce que voilà, je vois Madame Lopez, quand on voit la vidéo, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai malade âgé, et c'est tout l'enjeu, parce que si on veut se rapprocher de la situation réelle, il faut pour certaines situations, pour le coup si c'est des étudiants en santé, si on est sur une situation d'urgence ou même grave, il faut vraiment qu'ils aient l'impression d'avoir un vrai patient âgé. Donc il y aura à la fois il y a à la fois donc un mannequin extrêmement technique sur lequel on peut faire des actes techniques, j'allais dire mettre une perfusion, une sonde urinaire, gérer
gérer un choc septique. Alors, c'est des mots extrêmement compliqués, mais grosso modo, gérer de l'urgence et des situations graves. Et on a aussi une autre sorte de mannequin qui, j'allais dire, est plus maniable pour travailler autour de tout ce qui est mobilisation des patients. Il y a 2 sortes de mannequins. Mais ils peuvent, on m'a dit, ils peuvent crier, on peut leur prendre le pouls. Donc on est tout de même à des niveaux de... C'est pas juste une poupée. Hein, non, alors c'est pas juste une poupée du tout. Et je pense que c'est une vraie puissance de ce campus. C'est-à-dire que si on m'avait dit, parce qu'initialement, je sais que dans cette salle, il y a des gens qui m'ont connue tout au début, c'était en 2019, avant le Covid, quand j'expliquais, mais si, ça va être aussi innovant que l'aérospatiale, l'aéronautique, le campus, chacun sera dans cette salle pour ceux qui étaient, ceux qui y croyaient ou pas d'emblée, mais voilà, c'était pas gagné. Et finalement, se rendre compte que dans le vieillissement, quelque chose qui, entre guillemets, semble pas aussi fun que peut-être, j'allais dire, la réanimation, on peut aussi avoir droit, il peut tout à fait y avoir des collégiens ou des lycéens de niveau infra-bac qui ont accès à des mannequins de haute fidélité dans les thématiques du vieillissement. Et ça, c'est un vrai plus. Oui, c'est ce qui est aussi assez étonnant dans ce projet de simulation, c'est qu'il va pouvoir faire de l'interprofessionnel, donc on va pouvoir se rencontrer avant de se rencontrer sur le terrain, il va pouvoir accueillir à la fois de l'infra-bac et du post-bac. Deuxième truc que j'avais pas compris, j'ai pas oublié, l'histoire du scénario en fait. Par exemple, du coup, je suis professeur dans un lycée. Est-ce que c'est moi qui fais le scénario? J'en ai jamais fait. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose des scénarios et choisit le C ou le D? Comment ça se conçoit en fait? Et comment ça s'adapte à la réalité de mon enseignement à moi, prof? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors Madame Benatti est partie, mais je crois qu'il y a encore Madame Lamèche dans la salle et elle, voilà, je sais pas où elle, voilà. Et on en a déjà beaucoup parlé. C'est vrai que construire des scénarios en simulation, c'est une vraie compétence pédagogique. Et donc de la même façon que là, moi, il y a déjà des membres de mon équipe au niveau médical. Il y a aussi une ergothérapeute qui va se former, une infirmière. C'est être formateur en simulation et être capable de faire un scénario, mais surtout être capable de débriefer. C'est une vraie compétence. Et donc, vraiment, l'enjeu, et donc je le dis à Madame Lamèche, mais on en a déjà discuté quand on a visité, c'est qu'il faut, en effet, il va y avoir forcément un passage de formation des formateurs. C'est indispensable. Et pour le coup, c'est complètement innovant parce que, pour le coup, la formation des formateurs en simulation dans le domaine de la santé, ça existe. Dans le domaine hors de la santé, j'allais dire, et dans le champ sanitaire et social, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément. Et donc, c'est aussi, je pense, un enjeu du campus de pouvoir proposer des choses qui, finalement, ne semblaient pas accessibles à ce type de formation ou ce type de profession. Dernière petite chose que j'ai pas tout à fait compris, c'est pour quand? Puisque là, il y a les murs, mais il n'y a pas les mannequins, etc., etc. Il n'y a pas les formés formateurs. Donc, Alors voilà, là franchement on y est presque. Quand on voit que c'est quelque chose qui a commencé en 2019, là on y est franchement presque. Donc parce que si on est à échelle 2019, le presque... Non, alors parce que 2019 c'est le début. En fait il faut savoir que construire un campus des métiers et des qualifications... Oui, non mais je parle du truc de simulation. C'est pour ça, parce que 2019 le truc de simulation, c'est quand en vrai? Donc l'espace de simulation, clairement on pourra avoir des scénarios et des gens normalement formés à la rentrée 2024. Et l'idée même, alors là je parle d'avoir des gens formés, d'avoir suffisamment de gens formés, on va dire, sur différentes filières. Mais clairement là, je le dis devant... notamment ma collègue, dès qu'on aura l'équipement, et l'équipement est en cours de commande, puisqu'on m'a d'ailleurs laissé un mail pour me demander est-ce qu'on peut livrer le lit, donc il faut que l'espace soit bien sécurisé. Nous, on va commencer clairement avec nos étudiants en santé qu'on a en stage. Dès qu'on aura, comptez sur moi, dès qu'on aura le moindre chose pour commencer, on va déjà tester. Parce qu'autant tester avec nos propres étudiants sur des petits effectifs, avant du coup de se lancer sur des plus gros effectifs. Donc en parallèle, l'équipement va arriver, on commence à tester tout simplement avec nous les étudiants en santé qui sont en stage chez nous. En parallèle, on fait les formations au niveau des différentes filières et après, finalement, on monte en puissance. Je disais que c'était un lieu très particulier parce qu'il était à la fois réel et virtuel. Et Madame Benetti disait, mes deux collègues, les deux personnes qui sont autour de moi, donc il y a la partie simulation en dur et puis il y a la partie simulation en pixels, en numérique. Et là, je voudrais me tourner vers vous, Caroline Barraud, parce que c'est votre credo, c'est votre dada depuis un certain temps. Je voudrais, et que vous allez donc prolonger cet espace de simulation dans une dimension numérique, mais je voudrais pour
bien le comprendre, qu'on revienne un peu en amont, parce que ça fait longtemps que vous, dans le cadre des enseignements de pharmacologie que vous faites dans des cursus paramédicaux, vous intégrez justement le numérique et le distanciel. Vous avez commencé d'ailleurs quand dans le Covid, il a fallu digitaliser les enseignements. Vous avez digitalisé 100% des enseignements universitaires des IFSI de l'université. Et puis, une fois que vous les avez digitalisés, on a bien vu en sortie de Covid que c'est bien la digitalisation, mais bon, voilà. Vous avez nourri cette dématérialisation d'un certain nombre d'outils ludiques. Alors, vous avez créé des podcasts, vous avez créé des jeux vidéo, vous avez créé des BD. On va en découvrir quelques-unes. Comment vous est venue cette idée? Alors là, on va voir la première BD. On a 2 BD qui sont des illustrations de cas cliniques. Comment vous est venue cette idée un petit peu de gamifier, si je puis dire, les enseignements? Alors, je crois qu'au départ, la nécessité effectivement de passer à un enseignement distanciel, il est lié à la configuration en fait des formations paramédicales. D'abord parce que ce sont des formations où on a un nombre très important d'étudiants. On est à près de 4000 étudiants pour l'UPEC, dont 3000 étudiants infirmiers. Donc c'est des cohortes qui sont considérables. Et puis le deuxième enjeu, c'est la question de la dispersion géographique de nos instituts de formation sur l'ensemble du territoire. Donc pour l'UPEC, on est sur le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Et donc on a des étudiants en santé qui sont très éloignés de l'université, qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir faire venir dans les locaux de l'université. Donc à partir du moment où on fait ce constat, c'est vrai que l'enseignement distanciel s'est un petit peu imposé à nous. Mais qui dit distanciel, et vous avez parlé effectivement de la crise Covid, dit qu'il faut faire du distanciel de qualité. On a bien vu pendant la crise Covid que en fait, on n'était pas capable de faire au pied levé du distanciel de qualité. Il y a un vrai travail pédagogique, on n'enseigne pas du tout de la même façon en distanciel qu'en présentiel. Et donc on a commencé à rénover en fait nos enseignements pour pouvoir faire un enseignement distanciel de qualité de manière à garantir une équité d'accès à l'enseignement de tous les étudiants en santé. Donc ça passe par évidemment la production de modules e-learning, de polycopiés rédigés qu'on met à disposition des étudiants, de tests d'auto-évaluation pour que les étudiants puissent s'entraîner et vérifier l'acquisition des connaissances. Et ça passe aussi par des activités pédagogiques. Donc là, l'exemple qui Parce qu'on voit les deux exemples de BD. Voilà, c'est des cas cliniques sous forme de bande dessinée. Alors pourquoi de la bande dessinée? Parce qu'on essaye aussi de faire des choses un peu ludiques. Je crois que les étudiants, ils sont comme nous, en fait. Ils travaillent bien si ils ont envie de faire ce qu'ils font. Et donc, il faut qu'on leur donne envie d'étudier. Et clairement, moi, je trouve que leur donner envie d'étudier, c'est aussi leur proposer des outils pédagogiques un peu ludiques, un peu sympas, sur lesquels ils ont envie de travailler. Ouais, ludique et sympa et technologiquement évolué. Quand Marie disait c'est comme l'aérospatial, en tous les cas, c'est un peu comme la Silicon Valley, votre histoire, parce qu'il y a les mannequins robotisés qui crient et dont on prend le pouls, donc ça déjà, c'est un peu nouveau. Et puis, est-ce que vous développez? Parce que je dis, on va faire des jeux vidéo. Allons-y, faisons des jeux vidéo. Vous en avez déjà fait 5. Dans le champ, pas évidemment du bien vieillir, mais dans le champ de la pharmacologie, autour de 5 cas. Je voudrais qu'il y en ait un sur les anticoagulants, je vais y arriver. Et on va voir une petite démo avant d'en parler, parce que les images parlent mieux. On n'a pas le son, mais normalement, il y a de la musique évidemment dessus. Donc on voit derrière, donc Marie elle se retourne pas parce qu'elle connaît, voilà, et Alix elle se tourne pour voir. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ce qu'on voit là justement, parce que vous connaissez un peu l'histoire? On va le revoir un petit peu. Je vous laisse, voilà, on va l'improviser un peu comme ça. Je vous laisse vous lever. Comment ça fonctionne en fait ces jeux vidéo? Alors c'est effectivement un jeu vidéo à visée évidemment pédagogique. On le repasse. Je demande à la régie, voilà. Donc là, effectivement, il y a une petite présentation des personnages. C'est exactement comme un jeu vidéo. Et on a un certain nombre de questions qui sont posées au fur et à mesure du cas pour aider à progresser. Donc là, par exemple, des questions sur l'hygiène et la prévention des infections, évidemment. Mais ça peut être aussi, vous voyez, comme ici, des questions sur la connaissance du vocabulaire médical. Donc on peut interroger en fait un nombre assez impressionnant de connaissances. Là vous avez un exemple de feedback sur le mécanisme d'action des anticoagulants, puisqu'on peut ramener évidemment des contenus théoriques pour aider l'étudiant à appréhender le cas clinique. Vous avez fait ça comment et avec qui ?
Alors, on a commencé par faire un benchmarking en fait, de tout ce qui existait en termes de création de jeux sérieux. Et il y a pas mal d'outils déjà existants. Et on s'est finalement décidé pour un logiciel de création de jeux sérieux qui s'appelle VTS Editor, qui est commercialisé par la société Serious Factory et qui permet de concevoir des scénarios de jeux sérieux. Et moi, ce qui m'a plu dans ce logiciel, c'est qu'on a complètement la main en fait, pour créer les scénarios qu'on souhaite et pour pouvoir aussi les modifier. On est dans le champ de la santé, c'est des disciplines qui évoluent extrêmement vite. Et donc, il me paraissait nécessaire qu'on puisse faire évoluer en fait, nos jeux sérieux, qu'on puisse vraiment tenir compte des dernières recommandations qui sortent régulièrement pour qu'on soit toujours à la pointe et qu'on n'ait pas des jeux sérieux qui se retrouvent à être un peu... Oui, l'étudiant, on le voit, alors il peut y jouer seul ou en classe, entre guillemets, en groupe, et il a des choix à faire, des prises de parole à prendre ou à ne pas prendre. Donc il apprend vraiment au fur et à mesure. Il y en a 5. Juste, je donne les thèmes parce que ça dit, il y en a sur l'évaluation de la douleur, l'administration de médicaments, les effets indésirables en oncologie, la prévention du risque suicidaire. Donc on est sur des thématiques vraiment, et c'est pensé évidemment avec des professionnels de soins en amont. Et puis, Campus arrive, donc un 6e qui va arriver et on va parler de Monsieur Marcel. Voilà. Qui est Monsieur Marcel et qu'est-ce qui va lui arriver ? Alors effectivement, je pense que c'était très important que dans le cadre du campus, on puisse créer de nouveaux outils pédagogiques innovants dans le champ du vieillissement, parce que vous l'avez compris, hein, le jeu sérieux, c'est vraiment une technique pédagogique qui peut s'adapter à tous les champs disciplinaires. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de créer des scénarios de jeux sérieux. Alors, on s'est focalisé sur un par an. Hein, et le tout premier sur lequel on est en train de travailler, c'est un projet qui s'appelle Prévis Game, qui est porté par le professeur Marie Laurent, le docteur Amaury Broussier et le docteur Charlotte Lafont. Et il va se centrer sur la prévention de la chute. Donc effectivement, les étudiants vont avoir à prendre en charge Monsieur Marcel, 82 ans, qui est hospitalisé en gériatrie dans un contexte de pneumopathie fébrile. Donc au tout début du scénario, l'étudiant va dans l'accueil du service de gériatrie rencontrer un des infirmiers du service qui va le sensibiliser aux enjeux de santé publique que représente la chute chez la personne âgée et puis vérifier un petit peu ses connaissances dans ce domaine. La deuxième scène va être exploitée sous forme d'une chambre des erreurs où on va attendre de l'étudiant qu'il soit capable d'identifier dans l'environnement du patient quels sont les facteurs précipitants de la chute. Et puis, on va également s'interroger sur le rôle favorisant de l'automédication. Alors, ça, c'est un sujet qui m'est cher en tant que pharmacologue. La troisième scène va être l'occasion de faire le point sur la conduite à tenir en cas de chute. Et dans la dernière scène, Monsieur Marcel va rentrer à son domicile. Et donc, on va travailler avec l'étudiant sur comment est-ce qu'on prépare en fait, ce retour au domicile du patient. Il va être testé là aussi auprès d'un certain nombre de spécialistes et de responsables d'IFSI aussi. Arrivé, rentrée 2024 aussi. Dernière petite question. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir d'un côté les robots qui parlent ou pas beaucoup et puis de l'autre côté les jeux vidéo ? Ou est-ce que finalement les deux peuvent trouver synergie ? Alors oui, les deux peuvent trouver synergie. De quelle forme ? Parce que d'abord, le centre de simulation va être une occasion unique pour nous en fait, de tourner certaines séquences vidéo qui pourront être exploitées dans les jeux sérieux. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est d'être dans un environnement le plus réaliste possible pour qu'on y croie. Hein. Il faut que l'étudiant ait vraiment l'impression d'être dans une vraie situation de soins. Et puis, je pense qu'il y a des synergies aussi à trouver entre les scénarios numériques et puis les scénarios qui seront réalisés in situ, puisque finalement on peut aider les étudiants peut-être à se préparer à ces séances de simulation in situ en ayant au préalable joué un certain nombre de jeux sérieux dans des thématiques en rapport. Avant de prendre les questions de la salle, on en a un autre qui fait des jeux pas très sérieux et qui est au premier rang, c'est Guillaume. Est-ce que vous nous avez fait une fresque graphique de tout ce qu'on s'est dit et est-ce qu'on peut la découvrir à l'écran ? Voilà, ce premier temps.
Vaincre les crises de la vocation, ça c'est une évidence. On aime bien le coup tordu. Hein. Comme un carrefour. Le lieu ressource. L'espace pratique de simulation. Vous voyez là derrière, avec de l'innovation pédagogique. Alors, vous mettez une caméra. Il y aura des caméras ou pas forcément ? Alors, bien sûr qu'il y aura des caméras. Si on veut faire de la simulation, comme justement, parce que là, comme je vois qu'il y a aussi la direction du groupe hospitalier Henri Mondor, c'est de la simulation, comme la simulation qui est déjà faite sur Mondor pour les IFSI et qui est axée, on va dire, gestes techniques, réanimation, etc., c'est filmé. Ce sera exactement la même chose et c'est vraiment des espaces qui sont complémentaires. L'idée, ce sera bien sûr filmé comme de la simulation et ça fait d'ailleurs partie des prérequis de la simulation, donc ce sera bien sûr filmé. Pour Guillaume, si jamais vous voulez voir, il a plein d'autres choses assez chouettes. Le site, c'est akenium, akenium.com. Voilà, c'est dit en passant. Question de notre assistance sur ces différents aspects. Alix est encore là pour parler du lieu Carrefour que c'est, et puis évidemment Caroline et Marie pour parler du lieu ressources que sera ce campus des métiers autour de ces belles innovations, et il y en a d'autres encore qui sont prévues. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à nos intervenants ? Oui, le micro vient à vous. Et si vous pouvez vous présenter juste avant, quand le micro sera là. Bonjour, joyeuses heureuses années, tout plein de bonnes choses les amis. Je fais partie de l'association Citoyens du Monde et de l'association aussi AMI, qui est sur les droits et les lois au niveau du handicap et voilà, des problèmes de santé en général. Et en fait, il y a des choses que j'entends qui sont super, mais est-ce que vous avez regardé toutes les réalités ? Vous avez des universités qui sont abandonnées, des hôpitaux qui sont abandonnés, vous voyez ? C'est assez troublant. Vous avez une société qui laisse à l'abandon des outils importants, alors qu'il manque des milliers d'encadrants pour aider les gens. Et du coup, je vais ce genre de choses que je voulais signifier. Il y avait aussi... j'entends parler du numérique, c'est super. Vous connaissez comment on appelle ça là, j'ai un trou. En fait, alors, je vais peut-être me permettre de répondre. Donc là, on est clairement... Alors, peut-être qu'on n'a pas suffisamment expliqué, j'allais dire, notre expérience professionnelle à chacune, notamment avec Caroline. On est complètement dans la réalité. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis à la fois un vrai médecin qui voit des vrais patients et qui, ce week-end, était confronté d'astreinte à la vraie réalité de je réexplique ce qu'est un ulcère, etc. à l'infirmière. Voilà, je réexplique à une famille, eh ben non, vous voyez, la maladie est en train de se dégrader. Enfin, c'est la réalité, c'est mon quotidien, moi, de travailler avec un aide-soignant, une infirmière. Vous voyez, j'ai pris la chefferie de mon service, du coup, la semaine dernière, et donc, ce que j'ai expliqué, j'ai dit que tout le monde était important. Et en fait, pourquoi je le dis ? Parce que c'est mon quotidien. Moi, clairement, s'il n'y a que des gériatres dans les hôpitaux, je laisserai mes collègues d'éventuelles spécialités autres en parler, mais si on met que des médecins, par exemple gériatres, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Enfin, moi, si on met que moi dans le service, clairement, les malades, ils ne vont pas aller bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, c'est la réalité. Moi, c'est ce que je vois au quotidien. Par contre, la réalité, c'est que bien sûr qu'il y a des gens qui quittent l'hôpital public, bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont plus forcément envie de travailler à l'université, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des gens comme Caroline ou comme moi ou comme des personnes qui sont présentes dans la salle. Il y a notamment mes deux collègues, les docteurs Broussier et les docteurs Corsien, qui sont eux aussi gériatres et qui sont entre guillemets contents de faire leur métier. Donc bien sûr que c'est difficile, bien sûr que spontanément tout le monde n'a pas envie de travailler à l'hôpital public, bien sûr que spontanément tout le monde ne rêve peut-être pas de travailler à l'université, mais il y a encore des gens qui y croient et je pense que c'est sur ça. C'est vrai que souvent on entend, moi c'est ce que j'ai entendu pendant le Covid, les EHPAD, etc. Sauf qu'il fallait y aller. Hein. Moi j'y suis allée dans les EHPAD pendant le Covid. Et la réalité, c'est qu'il y avait des gens qui étaient contents de faire leur métier, qui faisaient le maximum de ce qu'ils pouvaient avec les résidents qu'ils avaient. Donc, la réalité, c'est que, OK, c'est pas facile, mais il y a des gens qui sont encore contents de faire leur métier. Moi, je suis ravie d'avoir pris, du coup, de nouvelles responsabilités dans un service de gériatrie. Donc, il y a encore des gens qui travaillent vraiment sur le terrain. Et clairement, l'attractivité de notre filière, c'est même pas l'attractivité en gériatrie. Le vieillissement, c'est comme le réchauffement climatique.
tout le monde va y... Enfin, je vous souhaite tous... Voilà, je vous souhaite tous. C'est ce que disait d'ailleurs Madame Adlani, parce que je suis ravie, c'est dommage qu'elle soit partie, mais vous lui transmettrez parce qu'il y a beaucoup de messages, notamment la pédagogie, c'est la répétition. Je suis entièrement d'accord avec elle. Donc voilà, donc la réalité, c'est que oui, bien sûr, il faut s'appuyer sur des gens qui continuent à exercer leur métier et qui y croient, même si c'est pas le monde des bisounours et qu'il faut pas vendre du rêve, parce qu'il y a quand même des difficultés dans cette filière, mais il y a encore des gens qui croient. Je sais pas si tu veux... Ah non, mais je suis d'accord, moi j'y crois aussi, c'est pour ça qu'on est là, je crois. Donc, effectivement, alors moi, je vois des vrais étudiants en santé qui sont là parce qu'ils ont envie de faire ce métier. Et je pense que c'est à nous, effectivement, de leur donner envie aussi. Hein, donc, Non, je voulais parler de... parce qu'on sait qu'il y a les médecines traditionnelles, mais vous avez les médecines maintenant énergétiques. Donc, pourquoi faudrait en parler ? Justement, attirer les jeunes. Ils font des voyages astrales, la plupart des jeunes maintenant. Oui, mais ça, c'est d'autres champs d'expertise. Je voudrais mais qui sont intéressants aussi. Je voudrais, parce qu'on ne va pas faire une discussion là, je voudrais juste prendre des questions. Oui, il n'y a pas que des jeunes. Parlons-en. Est-ce qu'on peut prendre... Si vous voulez attirer les jeunes, si vous voulez attirer les vocations, parlons de ce qui se fait aussi en dehors que du format. Oui, donc, c'est très intéressant. Le format du campus, c'est justement un format ouvert. Tout est lié et relié, tout est en harmonie, il faut aller la chercher, il faut aller faire les multivers. Je voudrais qu'on prenne une autre question, parce que c'est pas des discussions, c'est vraiment des questions qu'on voudrait prendre pour en donner la parole aussi à d'autres. Il y a une main qui se lève là-bas. Merci à vous, et monsieur là-haut, et madame. Ouais. Alors, levez vos mains, s'il vous plaît, parce que du coup, après, on vous... Ah bah, attendez, j'y vais, moi. Ah, ça va être plus simple. Et après, je ramène le micro en salle, ça me fait de l'exercice. Donc, Isabelle Aubois, je suis responsable du site La Cristolienne à Créteil. Donc, je vous salue parce qu'on est quand même très, très, très voisines. Et donc, en aparté, j'aimerais bien quand même venir vous voir parce que c'est quand même intéressant. Donc, je suis responsable d'un établissement pour personnes âgées sur la ville de Créteil. Je suis intéressée par ce que vous êtes en train de dire parce que je me dis que partager... tutorer, accompagner, former, c'est aussi notre quotidien auprès des personnes âgées. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens qui font de très belles choses dans les établissements comme à domicile. J'ai été étonnée d'entendre que en IFSI, les étudiants arrêtaient à cause de leur stage. Je m'y attendais pas. Alors peut-être que j'étais un peu naïve de penser que les établissements accueillaient bien les stagiaires. Mais effectivement, les stages sont des terrains de formation extrêmement importants. Plus on pourra, et je dis bien on pourra parce qu'on ne peut pas en accueillir non plus beaucoup puisqu'il faut les former. Mais c'est aussi ça, c'est d'être sur le terrain, de rencontrer des gens. Comme vous avez pu le dire, de venir dans les lieux ou dans les domiciles des personnes âgées, ça fait des compétences, ça fait des personnes qui ont envie, parce que ce frein de la personne âgée, dans le fond, quand on y est, on se dit que c'est des personnes comme les autres qu'on accompagne et qu'on accompagne plutôt en général bien. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut se partager, qu'il faut se rencontrer et qu'il faut s'ouvrir. Je pense que plus on ouvrira les lieux, plus on fera venir à l'intérieur des lieux ou même dans les services à domicile des personnes pour rencontrer les professionnels et les personnes âgées, plus ça fera des vocations, ça fera moins peur. Alors, vraiment, je suis d'accord avec vous et je sais pas comment on peut faire pour faire encore mieux. Parce que j'ai quand même été très étonnée de l'arrêt de l'école d'infirmière suite au stage. Alors, je vais du coup me permettre de répondre parce que ma collègue du coup doit s'en aller pour d'autres obligations universitaires et j'ai moi aussi finalement coordonné une formation au niveau des IFSI. Je pense que clairement, ça ne veut pas forcément dire... je pense qu'il faut faire très attention toujours quand on dit du coup les stagiaires entre guillemets arrêtent leur formation parce que ça s'est pas bien passé en stage et du coup on fait un raccourci sur le fait qu'ils n'ont pas été bien accueillis. Je pense que c'est probablement un travail collectif et d'ailleurs moi je le vois au sein de l'assistance publique, ça fait partie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces leviers, quelque chose de formidable et il y a un levier
autour de justement le travail sur l'accueil des stagiaires, des nouveaux arrivants, la tutorisation. Et c'est clairement indispensable. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas forcément que, enfin, dire que, entre guillemets, on les a pas bien formés ou pas bien accueillis. C'est peut-être juste que, est-ce que finalement, ils n'avaient pas un imaginaire sur le métier ? Et que c'est pas forcément exactement... Regardez-moi, j'avais un imaginaire sur les services de gériatrie et moi, ça a été complètement l'inverse. Et je pense que du coup, c'est pas forcément que les formations ne sont pas bonnes, c'est probablement qu'il faut en effet essayer de les préparer au plus près à ce qu'est la réalité. Et que quand on est préparé à la réalité, eh ben, c'est entre guillemets plus facile de l'accepter. Et de, voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus et c'est le cas pour le coup, quel que soit le niveau de formation dans la thématique. La réalité, c'est que travailler avec une personne âgée, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plusieurs maladies, c'est parfois un problème d'autonomie, c'est parfois un problème de mémoire, tout en ayant, et c'est souvent ce que n'appréhendent pas forcément les étudiants en IFSI, tout en ayant pourtant des soins complexes. C'est-à-dire que nous, là, je vais prendre l'exemple de ce week-end, hein, comme ça, voilà, c'est des transfusions, c'est en urgence devoir, entre guillemets, traiter ce qu'on appelle un choc, donc quelque chose qui est grave. C'est beaucoup de choses techniques. Et alors que parfois, on se dit, je ne sais pas si quelqu'un représente les IFSI, mais parfois, j'entends en commission... bon, celui-là, il ne sait pas trop faire de technique, donc on pourra le mettre en gériatrie. Mais attention, on l'a vu en plus pour le coup... C'était pas vous, hein, la directrice pendant le Covid de la Christolienne. Et voilà. Ah oui, c'est pour ça, voilà, parce que du coup le nom me... voilà. C'est ça, donc pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu justement dans les EHPAD, c'est-à-dire que moi vraiment, ce qui m'a marqué, alors déjà moi, j'étais entre guillemets, je pensais un médecin spécialiste du vieillissement et je pensais connaître entre guillemets les choses. Et moi, les EHPAD, j'ai complètement découvert pendant le Covid. Et je me suis rendu compte aussi finalement de la question des compétences, c'est-à-dire qu'il y avait des infirmières avec certains profils, et sauf qu'on s'est rendu compte quand il y a notamment eu le Covid, et donc tous ces patients qui avaient clairement des gros problèmes respiratoires, qu'il fallait aussi de la technicité. Et je pense que tout l'intérêt de travailler dans ces filières, c'est qu'à la fois on a de la technicité, à la fois du pluriprofessionnel, et à la fois on a fait un aspect humain, et décision éthique, enfin clairement je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est tout ça l'attrait de notre métier et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et donc bien sûr, on n'est pas loin, vous pouvez venir sans souci. Dernière petite question avec une réponse derrière. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Michael Duvaux-Warou, je suis kiné en région centre. Je viens pour l'URPS kiné. Je m'intéresse au vieillissement, à la formation. J'ai vu la journée, je suis venu. J'aimerais savoir, alors vous avez exposé 2 points particuliers des projets pédagogiques, j'imagine nombreux que vous proposez. Est-ce que vous pensez aussi proposer de la simulation haute fidélité avec patients simulés ou patients standardisés? Et deuxième question un peu subsidiaire, est-ce que vous imaginez des collaborations avec des patients simulés âgés? C'est une des difficultés qu'on a vues par chez nous, notamment avec des partenariats avec l'Université du Temps Libre ou d'autres structures, parce que je pense que ça peut faire sens d'inviter les premiers concernés dans ce type de structure. Alors, merci. Donc pas que des robots. Donc, merci de vous être déplacé du centre. Alors, comme vous êtes là et que moi, j'ai toujours un petit côté attractivité, si jamais vous voulez changer de région, bien sûr. C'est possible. Donc, clairement, l'enjeu, oui, c'est-à-dire que... Non, mais parce que vous êtes arrivé malgré la neige jusqu'ici. Donc l'enjeu, oui, c'est que c'est vraiment de la simulation, à la fois avec la possibilité d'avoir un mannequin haute fidélité, c'est ce que je disais, un mannequin qui est franchement extrêmement réaliste, qui ressemble vraiment à une personne âgée. Aussi, là, vous pouvez faire de la simulation en fait avec un acteur qui représente le patient. On peut tout à fait envisager, et alors pour le coup, ça c'est encore un niveau au-dessus, parce que je pense que ce sera probablement quand même des personnes âgées un minimum sélectionnées, parce qu'il faut savoir que quand on joue un rôle de patients, déjà chez quelqu'un jeune, quand on parle des patients experts, etc., c'est parfois quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc je pense que c'est en effet l'avenir, c'est d'avoir potentiellement des aidants aussi qui participent au scénario. Donc moi, je suis clairement favorable à ça. Donc beaucoup de perspectives qui s'ouvrent sur ces innovations-là. On peut applaudir très fort Alix, Marie, et puis Julie et Caroline qui ont dû partir. Nourri de tout cela, on prend une pause d'une quinzaine de minutes avant de se retrouver pour parler de tous les partenariats, parce que c'est aussi ça l'une des clés de ce campus. À tout de suite.